c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale pour démarrer la semaine ensemble avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Et on se retrouve pour notre matinale du lundi, dont le menu est habituel maintenant, parce que je crois que c'est la 4e semaine qu'on le fait. Dans cette matinale, on vous parle de notre semaine, de ce qui va arriver sur un monde de jeux, de ce qui va arriver en live, ce qui va arriver aussi sur notre chaîne YouTube. Mais on parle aussi de toutes les sorties de la semaine dans des domaines différents. Jusqu'à présent, on parlait que de jeux de société. Et vous savez que là, on ouvre un petit peu le lundi, on se fait plaisir. On vous parle aussi de cinéma, de séries, de bandes dessinées sur la fin de l'émission. Un programme plus riche, plus varié, qui nous guide pendant la semaine parce que ça nous permet de nous intéresser à plein de choses différentes. Et puis, c'est une chaîne où on parle essentiellement de jeux de société, vous le savez bien, mais aussi de relativiser par rapport au temps dont on dispose. C'est vrai que quand on parle que d'un domaine, on ne se rend pas compte, parfois, on oublie qu'il y a plein de choses, et il y a de la concurrence. C'est pas que les jeux entre eux, c'est aussi les temps de loisirs dont on dispose qui sont parfois un peu limités. Et puis j'aime bien, moi, que ça remette le jeu dans un contexte hyper culturel comme ça, où c'est confronté à d'autres sorties dans d'autres domaines. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça vous donne l'envie de communiquer avec nous pour nous dire cette série dont tu as parlé, je l'ai regardée, ou je viens de finir ce livre. Et c'est agréable en fait de voir cette espèce de petit culture club. J'aime bien cette idée. Et ça c'est super puisque vous le faites vraiment, on partage beaucoup avec vous. Et d'ailleurs j'ai quelques idées là-dessus et j'ai pas encore le temps, je manque de temps là sur ce début d'année. C'est la course pour essayer de réussir à faire tout ce que l'on souhaiterait faire. Il y a plein d'actualités cette semaine. On va commencer par vous parler de notre programme de la semaine, Aline. Oui, on a plein de choses cette semaine qui arrive. Demain, on accueille Ludistri et Platypus Games au chalet parce qu'ils viennent nous parler de deux choses en fait. Ils viennent nous parler du jeu Libération et ils viennent nous parler de Transorient Express aussi. Voilà, notamment, on regardera les autres sorties des éditeurs sur la période, c'est les matinales. On est toujours dans cette période de début d'année, on est en février, mais on continue à vous faire la liste des sorties prévues sur 2025 avec différents éditeurs. Il y a pas mal de choses à dire pour Ludicali et Platypus, donc ça va être l'occasion. Donc on est très content de les recevoir, ils arrivent cet après-midi et ils restent jusque demain après-midi, donc ça va être un chouette temps aussi avec eux. Demain, on sait pas exactement, mercredi, on ne sait pas exactement ce qu'on fait encore, alors soit on sera juste les deux et on regardera les jeux de société comme on le fait de temps en temps avec Aline, mais peut-être qu'on changera le programme en fonction de ce qui se passe pendant cette semaine, on se garde la possibilité d'évoluer. Jeudi, ce sont les actus ludiques avec Pénélope, et puis vendredi, on reçoit Déborah de Tiki Édition pour venir nous parler de Lucky Seven et puis de toute l'actu Tiki. Et c'est chouette parce qu'on avait déjà tourné quelques images sur Lucky Seven. Je suis sûre que je suis en train de me tromper de nom. Je n'arrive pas à me rentrer. J'entends en parlant que je parle de Double Seven en l'appelant Lucky Seven qui était son nom de code. Ouais, qui était son nom de code de proto. Et comme on a déjà joué au proto longtemps, qu'on a tourné des images sur le proto, qu'on a déjà commencé à faire une vidéo qui raconte l'histoire de la création de ce jeu, je n'arrive pas à m'enlever de la tête son nom de travail. Mais donc Double Seven, on vous parle vendredi. Voilà pour le programme de cette semaine. Et c'est le moment de regarder aussi ce qui va se passer sur le mois de février. On se reconnecte sur le site. Hop, t'as préparé un petit visuel pour marquer février au chalet. En fait, j'ai regretté l'année dernière de ne pas avoir fait cette espèce de petit chapitrage. On l'avait fait un peu, 2-3 fois. Et puis, c'est pour ça que je regrette, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas continué à faire. C'est ces bonnes résolutions de nouvelle année qu'on trouve très chouettes en janvier, février, mars, puis qu'on abandonne derrière. J'espère que cette fois, je pense avec l'expérience d'avoir oublié, peut-être que je vais m'y tenir cette année. Je ne place pas en bonne résolution, moi, c'est pas très grave en fait. Il y a des choses qu'on fait. Puis... J'aime bien parce que d'un coup d'œil sur ta page Instagram, tu peux revoir ton année presque. C'est ça que je trouve dommage de ne pas avoir fait. Ah non, je trouve ça tout est bien, mais on ne peut pas tout faire en fait. Donc ce mois de février, on reçoit Ludicali, on reçoit Platypus Games, ça c'est cette semaine, Tiki Édition, Paladis Games la semaine prochaine, ainsi que Spiral Édition. On va recevoir Tanguy de Board Game Campus, on va recevoir Cathy qui viendra faire l'émission avec nous pour les boutiques ludiques, donc Lutin Ludique qui est sur le chat et qu'on salue, et évidemment ce sera mon anniversaire. Non, pardon, et évidemment ce sera le festival de Cannes. Notez-le dans vos agendas, le 11 février c'est l'anniversaire d'Aline, l'événement le plus important de l'année. La vie du chalet, ce qui s'est passé au chalet la semaine dernière. Hop, t'as fait quelques photos, on aime bien les montrer le lundi matin. Et oui, la semaine dernière, on recevait Guillaume, on a tourné avec lui des vidéos j'ai l'impression que c'était un an. de jeux Lucky Duck Games.
Et c'était un plaisir et je me suis bien... Enfin, déjà, j'aime beaucoup quand Guillaume vient au chalet, c'est toujours super. Mais je me suis bien amusée aussi, vous voyez derrière, à essayer de faire un décor à la hauteur de Utan, qui est magnifique. Et je voulais que ça rende chouette, cette atmosphère que crée le jeu. C'est ça. Oui, et je l'ai trouvé très en forme et très... je l'ai trouvé bien, Guillaume. Ça m'a fait plaisir de le voir content, en fait, à l'aise dans son boulot. Trouvé très chouette. Je trouvais très chouette cette venue. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup... il a eu pas mal de changements dans sa vie personnelle, professionnelle, pardon, pas personnelle, dans sa vie professionnelle. C'est très étrange, sinon pas du tout. Le professionnel et personnel aussi, en réalité. Pas mal de changements ces dernières années qui, forcément, n'ont pas été simples à vivre, puisque quitter Trick Track, c'était pas un choix, hein, c'était une disparition, donc on le comprend aisément, c'était pas rigolo, et moi, je suis content de le voir bien. Tout simplement. Je vous ai mis une petite photo de salade César, mais c'est pas ce que j'ai cuisiné de plus impressionnant cette semaine. Ça, je n'y pense pas du tout. Ouais, à faire des photos. Envoyez des messages à Aline pour qu'elle fasse quelques photos pendant les repas. Et en fin de semaine, on avait donc la boîte de jeu. Qui venait au chalet pour tourner une vidéo sur le jeu d'Angers qui est resté derrière moi. Je sais pas si c'est un oubli ou si c'est intentionnel, mais je suis très contente parce que du coup, moi qui n'y ai pas joué pendant la vidéo, eh bien... Je pourrais rattraper mon retard et découvrir le jeu d'Angers, qui avait l'air très chouette. Par contre, ce qui est super, c'est que j'ai joué au proto des futurs jeux, par contre. Et ça, c'est toujours très cool. Aussi une venue qui était très agréable. On a eu 2 venues très très agréables la semaine dernière. En termes de venues, il y a des semaines qui nous excitent moins que d'autres. C'est normal, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le saviez par avance. En réalité, il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres, naturellement. Et la semaine dernière, c'est des gens avec qui on a beaucoup d'affinité et dans lesquels les discussions n'en finissent pas, parce qu'on a plaisir à discuter ensemble et à se raconter ce qu'on a fait dans le monde du jeu. Et c'était chouette. On a toujours du plaisir à recevoir des gens au chalet. En fait, je dis ça donne l'impression qu'il y a des venues qui sont horribles. Non, c'est jamais le cas, mais c'était aussi très chouette pour la boîte de jeu, parce qu'on connaît bien Benoît, on le reçoit souvent, et c'est toujours un plaisir, mais c'était chouette. Il est venu accompagné de Jeanne et Violaine, on les connaît moins, et c'était très sympa de découvrir une petite partie de l'équipe qu'on connaissait pas bien. Allez, on enchaîne. Les sorties de la semaine, les jeux qui arriveront dans vos boutiques. On va passer assez rapidement dessus parce que vous savez qu'on revient là-dessus avec Pénélope dans le format du jeudi. Mais on regarde quand même dès ce lundi si on a les bonnes infos déjà, parce que c'est dur de trouver des informations sur les sorties de la semaine. Vraiment, j'ai du mal à chaque fois. Je recoupe beaucoup de trucs et j'espère que c'est les bons. On a Kabuto Sumo, je l'ai déjà annoncé, il me semble, par le passé, plusieurs fois, mais là tout de suite, c'est même plus le même distributeur, donc en réalité, il a eu le droit à des péripéties avant de sortir, et c'est un jeu dans lequel on va retrouver un système, tu sais, un peu à ces machines à sous, dans lequel on pousse les pièces pour faire pousser d'autres pièces. Ok, oui. Donc on retrouve ça dans celui-ci, j'ai toujours eu envie de l'essayer, je l'ai croisé parfois, par exemple au Ludopathique de Bruno Feduti, qu'organise Bruno Feduti, où lui il pledge des jeux, parce que c'est un jeu qui date maintenant, vraiment, il a quelques années, il arrive enfin en version française. J'ai toujours pas joué, j'ai peur que ça fasse un peu gadget, mais bon. One Piece, le jeu de cartes Les Nouveaux Empereurs, donc c'est le jeu de cartes à collectionner One Piece. Hop, je coupe le son de mon téléphone. Celui-là, je ne l'ai pas suivi, nous on a fait Altered, et encore, c'est pas facile de suivre au fur et à mesure tout ce qui se passe. Genepi, je sais pas comment, Genepi. Non, je sais pas, parce que ça s'écrit pas avec un Genepi. Ouais. Donc celui-ci, je ne le connais pas du tout. Regardons ce dont il s'agit. De puissantes maisons décident de l'avenir du Japon. Ok, jouez habilement pour obtenir le soutien des clans qui dominent le territoire en ces temps troublés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. Ça sort cette semaine. Est-ce que ça nous crée des envies? Alors, il y a vraiment un format que je regrette et que j'aimerais beaucoup refaire. J'ai réfléchi, mais je ne sais pas encore comment faire pour le faire rapidement. C'est le format dans lequel on vous faisait voter sur Instagram sur vos attentes sur les différents jeux, mais peut-être aussi en vous montrant suffisamment d'images pour que vous puissiez savoir de quoi il retourne. Et ça manque. Et chaque semaine, je me dis, j'aimerais bien le refaire, mais le faire sur tous les jeux, ça me paraît presque impossible. On avait essayé pendant 3 mois, et puis forcément, on s'épuise sur ce genre de choses. Faudrait pouvoir le refaire pour dévoiler vos attentes aussi dans l'émission du jeudi. Flip 7, c'est donc celui-ci, on le met en vidéo demain sur la chaîne, donc vous allez pouvoir le découvrir, jeu de cartes très simple, très nerveux, publié par Catch Up Games en version française, une extension pour la Familia, Beyond the Horizon, c'est comme ça qu'on le dit? Je tente des prononciations, mais c'est toujours au pif. Voilà, c'est un jeu publié par Super Meeple, auquel j'ai pas joué, je suis curieux de le découvrir vraiment, celui-ci on en parle beaucoup.
On en avait parlé effectivement quand tu as fait la matinale avec Super Meeple, Ouais. avec Charles Amir. On avait déjà montré ces photos et c'est vrai que ça fait envie. Ensuite, on continue. Ces photos, ces images. Souvenir de Venise. Donc, petit jeu dans la fameuse gamme des On Game. Minos, c'est chez Pixie Game, donc ça c'est un jeu beaucoup plus costaud, Minos. Hein. Hop, on l'ouvre pour regarder un petit peu les visuels aussi de ce jeu. On passe rapidement sur toutes les différentes sorties de la semaine. C'est pareil, on en avait discuté avec Pierre lors de la venue de Pixie, de Minos, et ça se retrouve, si jamais le jeu vous intéresse, vous pouvez repartir sur la matinale avec Pierre que vous trouverez indexé sur le site Un Monde de Jeux. J'ai pas de partie, tous ces jeux, j'ai pas eu le temps d'y jouer, de les découvrir. Rankster, donc ça c'est une petite boîte, c'est un quiz si je ne me trompe pas, un quiz dans lequel on va classer des personnalités, je crois. Regardons ce qui est marqué. Les joueurs jouent tous ensemble afin de marquer le plus de points, donc c'est coopératif. À chaque manche, un joueur arbitre lit à haute voix une situation insolite, puis lit 3 cartes non au hasard. Ces cartes représentent les personnalités célèbres, vivantes ou imaginaires qu'il va devoir classer en secret sur un podium imaginaire. Voilà, et vous avez un matériel qui est assez rigolo, puisque regardez ce qu'on fait avec la boîte. On joue aussi avec la boîte de jeu. On n'y a pas joué, on ne peut pas vous en parler. C'est l'émission de... Il est intriguant. Ouais, c'est l'émission des gens qui n'ont pas joué à des jeux, vous savez. Et, on va découvrir celui-là à Cannes. C'est souvent le cas. Les Monumental, c'est la version 2 joueurs, qui est un peu la version ultime, mais qui sort en 3 formats différents. Il y a Monumental Négoce, Monumental Espionnage, Monumental Exploration, pour varier les plaisirs, pour varier les peuples, tout simplement. Cette fois-ci, on joue à 2 joueurs. On n'a plus toutes les figurines qui étaient dans la très grosse boîte de Monumental, mais vous avez gardé, l'éditeur Funforge a gardé l'essence de ce jeu de Matthew Dunstan, que j'aime beaucoup. C'est cette semaine que ça sort, on l'a longtemps attendu. Il arrive enfin. Nouvelle Mindbug, nouvelle petite extension, nouvelle extension également pour Andorre. Cyclades arrive avec toutes ces boîtes. Dans le commerce, on l'a attendu beaucoup, on l'a espéré pour Noël, mais c'est maintenant qu'il paraît en boutique. C'est le revival de ce grand jeu qui a rencontré un vrai succès en financement participatif, ce qui lui a permis de revenir dans nos boutiques. Sale, on l'a déjà annoncé plusieurs fois, mais visiblement ce serait cette semaine. Je vous réannoncerai peut-être encore dans les semaines qui viennent, puisque on l'a fait tout le temps, je crois. Que ce jeu qui est illustré par Weberson Santiago, petite boîte de jeu. On a Antise qui paraît cette semaine, que je vois indiqué parmi les sorties de la semaine. Oui, c'est sûr, Antise. Cette semaine, on vous en a déjà beaucoup parlé, je pense, parce que on avait découvert le jeu au chalet lors d'une venue de Damien Falcousca pour BlackRock, qui est l'un des auteurs du jeu, avec Marc-Antoine Doyon. Et il nous en avait parlé, il nous avait fait faire une partie au chalet qui avait été assez épique. On a revu le jeu à Valmeinier où il y a eu plein de parties qui se sont organisées, même des parties en extérieur. Ça a plu énormément aux joueurs, on en a parlé pendant le sommet des jeux. Et ça y est, il sort, c'était un jeu qu'on attendait énormément. Et on a lu un idée qui nous dit, j'ai pas vu Sale cette semaine dans notre bonne commande. Bah écoute, c'est un serpent de mer, je pense Sale, c'est-à-dire que nous on n'a pas de bonne commande, donc on n'a pas de boutique, donc on essaie de se fixer par rapport à, à ce qu'on nous annonce sur les sites, dans les communiqués de presse, et Sale, très régulièrement, je le revois dans un nouveau communiqué de presse. Ah si, c'est cette semaine. Et bon, écoute, j'essaye de suivre, mais sur les boutiques notamment. Après, je recoupe avec les boutiques. Là, juste avant de faire l'émission du lundi matin, je me connecte notamment sur le site Ludum qui indique les dates de sortie. Donc je regarde, mais ils n'ont pas forcément les dernières informations non plus, parce qu'il faut que quelqu'un pense à mettre à jour les fiches si c'est plus le cas. C'est l'un des rares, que je le cite eux, parce que c'est l'un des rares qui indique les dates de sortie. J'aimerais bien les trouver ailleurs, mais c'est très difficile de trouver des informations. On termine avec Canal, le jeu de Spiral, publié par Spiral, mais c'est le jeu de Uwe Rosenberg, auquel j'ai toujours pas joué alors que j'ai la boîte, c'est honteux. C'est chargé le début d'année, c'est un jeu de placement d'ouvriers, avec une roue également. Hop, on en a parlé avec Silex lors du sommet des jeux. Vous pouvez retrouver l'extrait de cette vidéo, on en parle mieux que ce que je viens de faire ce matin. Silex, pas Spiral, à chaque fois. Chaque fois, on confond Silex et Spiral, on n'a aucune idée de pourquoi. Non, pas du tout. Que moi, tu me corriges pas non plus, donc pour toi c'est bon. Que de bons moments, cette partie d'Antise au sommet des jeux, c'est vrai que c'est un jeu qui nous a marqué. Impossible de choisir, nous dit Suzelle. Ouais. Voilà, c'est encore une grosse semaine. C'est bien, il y a de la richesse dans le jeu de société, l'embarras du choix, c'est aussi l'assurance de passer des bons moments. On regarde alors là j'ai mis les sorties du mois parce que c'est le moment où toutes les plateformes... Une transition séries et films du coup. Oui, j'ai pas dit séries et films. J'ai mis toutes les sorties du mois des séries, des films.
puisqu'en février, il va se passer plein de choses, et toutes les plateformes indiquent leur sortie au mois de février. Après, on reviendra semaine par semaine sur ce qui se passe. Donc vous pouvez retrouver, c'est sur Instagram en général qu'on chope les informations. Ça devient le site d'information Instagram, en réalité. Dans le monde du jeu, pas encore. Dans le monde du jeu, tu as surtout de l'animation sur Instagram, assez peu d'infos, mais sur le cinéma, clairement, c'est la plateforme privilégiée pour les annonces. Donc voilà, il y a plein de choses. Je vous laisserai aller sur notre site amondedejeu.fr pour découvrir ces différentes annonces en fonction des plateformes. On va regarder ceux qui nous ont le plus tapé dans l'œil, qui nous attirent le plus et qu'on regardera peut-être. Sûrement, sachant qu'on n'a pas vu grand-chose de passionnant, nous, cette semaine, en tant que spectateurs. Le condensé du mois. Donc il y a Dexter. Tu vas regarder Dexter, tu y es attaché? Moi, j'avais tout regardé de Dexter jusqu'à présent, et j'ai même lu les livres qui ont inspiré la série, et que j'aime peut-être plus encore que la série. Donc ça, c'est le 6 Je regarderai, évidemment. Canal+, en tout ce qui nous concerne, mais j'imagine que c'est pas Canal+ à l'origine. Je sais pas quelle est la chaîne la plateforme qui diffuse ça. Alors attends, parce que une nouvelle série Dexter, mais une nouvelle série qui est un préquel qui nous montre la fin d'adolescence de Dexter, au moment où il va intégrer la police à Miami, et où forcément ses démons le titillent le plus, et où va prendre les premières décisions de choix de vie. Et ça, c'est raconté avec la voix off de Michael C. Hall, qui jouait Dexter dans les autres séries. Je trouve hallucinante la façon dont les personnages se ressemblent. On y croit vraiment que c'est Dexter jeune. Ouais. On retrouve les personnages de Dexter pour ceux qui avaient suivi, donc Batista par exemple. Alors, il y a un film avec Jude Law qui sort le 7 février. Alors, souvent, quand il y a un grand acteur, c'est vrai que ça marche. On a envie de se dire, tiens, celui-là, ça doit être intéressant, il y a Jude Law. Et ça sera donc ça s'appelle The Order, et ça sera sur Prime, la plateforme Prime. J'ai regardé le trailer, et franchement, non. Ça ne ça t'intéresse pas. Bon, on l'a noté. Alors, par contre, celui-là, c'est sûr qu'on va le regarder. Surtout que c'est un film, donc c'est... Le 14 février, La Gorge, je vais dire en français, je sais pas comment on le prononce en anglais, c'est sur Apple TV. Ah, t'as mis un petit cœur, t'as rajouté un petit cœur Aline, ok, un petit cœur Aline. Donc ça, c'est un film sur Apple TV. C'est aussi pour m'en rappeler. Hein. Ouais, c'est du fantastique. Ouais, c'est du fantastique, et il y a l'air d'y avoir une sacrée ambiance, et donc... vous pourrez aller regarder la bande-annonce, mais il y a deux espèces d'observatoires que vous voyez situés sur l'affiche que vous voyez là à l'écran, de chaque côté d'une gorge d'un terme géologique, donc une vallée encastrée dans laquelle coule une rivière. Et cet endroit, il y a quelque chose qui s'y passe, et il y a des surveillants dans chacun des deux observatoires, un homme dans l'un, une femme dans l'autre, et ils n'ont pas le droit de communiquer. Voilà, on passe très vite sur ces différentes annonces. Bref, 2, on ne l'attendait pas, mais elle arrive. Enfin, moi, je ne l'attendais pas spécialement, mais ça arrive. Bref, c'était cette série très courte, très rythmée, qui a un peu joué avec les codes de la narration. Ça marchait très très bien il y a plus de 10 ans maintenant, puisque de Kian Kojandi, et donc il y a la suite qui arrive. C'était sur la trentaine, là c'est un peu sur la quarantaine. J'attends le Bref 3 sur la cinquantaine, qui va être très chouette aussi. c'est sur Disney+, ce n'est plus sur Canal+. Et les épisodes seront beaucoup plus longs cette fois-ci, c'est 30 minutes par épisode. Bah, évidemment, on est curieux, on regardera avec plaisir. Ça a l'air chouette, c'est Gagné ou Perdu, c'est une série de Disney animée, 6 épisodes. La bande-annonce fait envie, sur l'univers du baseball, mais il y a le savoir-faire aussi de Disney là-dessus. Je suis curieux de la découvrir. Là, je regarderai, je pense, je jetterai un petit coup d'œil sur cette série-là. On regarde très peu d'animés, nous. Celle-ci, grand acteur, on a envie de la découvrir. Le 20 février, nous aurons, j'ai pas dit pour Gagné ou Perdu, c'est le 19 février. Le 20 février, sur Netflix, une nouvelle série, mais avec Robert De Niro. C'est la première fois qu'il participe à une série. Zero Day. Non. Bah si. Et non, parce que elle s'appelle cette série. Ah, il a déjà participé dans une série. Oui, avec Al Pacino, et c'était incroyable. C'était une série initiée par Scorsese, et ça s'appelait The Irishman. C'est pas un film, ça? Non. C'est une série. C'est une série. Ah bon, parce que c'était présenté partout. Détrompez-moi si je me trompe. Comme la première fois qu'il participe à une série. Alors moi, j'ai pas fait des recherches. Est-ce que vraiment c'est... D'accord. Je cherche, parce que là, ça me... C'était un film. Ouais, c'était bien un film. Tout le monde dit que c'est un film. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, en tout cas... Un long film, alors. 3h30.
Et tu l'as regardé en épisode de 30 minutes. J'ai peut-être regardé un épisode. Voilà, donc le 20 février, il y a cette série, première participation de Niro à une série. On est curieux, forcément, juste à cause de ça. Ah, mais là, moi, c'est vraiment... C'est impossible. C'est de Robert De Niro ou Anthony Hopkins ou... Voilà, ça, c'est sûr, je regarde. Peu importe le sujet, peu importe le réalisateur. Ah là là. Ensuite, j'aimerais qu'on dise ça quand je fais un dessin. Le 21 février, alors j'ai noté celle-ci, mais c'est pas celle qui m'attire le plus de base, mais Tucson Blows, c'est une série sur la boxe, si je me souviens bien, ou le catch, je me souviens, enfin je ne sais plus, en tout cas sur les combats, mais qui se passe... Ouais, c'est sur la boxe, ça se passe dans une Angleterre un peu victorienne. Voilà, c'est ça, c'est le contexte aussi qui m'intéresse plus que le sujet. J'ai noté, j'en ai plein que j'ai pas noté, hein. Là j'ai noté celles qui m'ont le plus marqué dans la liste. J'ai regardé la bande-annonce et a priori c'était plutôt des choses qui pouvaient m'attirer. Et finalement non. Je me suis dit non, enfin, c'est rare qu'une bande-annonce te dise finalement, non, ça m'attire pas plus que ça. Donc Tucson Blows, c'est sur Disney+, le 21 février. Le 23 février, on perd Aline. Elle va pas au Festival des Jeux de Cannes. Elle regarde la saison 2 de 1923. Oui, alors comme ce sera sûrement une série où chaque semaine tu as le droit seulement à un épisode, tu vas m'emmener à Cannes. Ah mince. Donc c'est sur Paramount+, et c'est la série dans l'univers de Yellowstone. Et avec Hélène Mirren et Harrison Ford. C'est ta série préférée de l'année dernière? Je pense que j'ai préféré encore cet opus-là au Yellowstone originel. C'est incroyable. Ouais, c'est super bien. Le 27 février, La Meneuse sur Netflix avec Kate Hudson. J'ai pas trouvé de bande-annonce. Le 27 février, Nickel Boy, c'est un film qui est nommé aux Oscars et qui sort donc sur Prime Video. Voilà. Et le 27 février, vous l'avez cité sur le chat, Bastion 36, un film d'Olivier Marchal qui paraîtra sur Netflix, mais on n'a pas de bande-annonce non plus. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il y en a sans doute une quelque part, mais je ne suis pas tombé dessus. Voilà pour ce qu'on a noté cette semaine. Nous, on n'a pas vu grand-chose. En tout cas, moi, j'ai pas fait grand-chose, moi, cette semaine. Hein. Mais toi, tu as regardé... Moi, j'ai regardé parce que quand même, Jodie Foster, elle a donc, eu un Emmy saison 4. Et un Grammy pour... un Emmy Award et pas un Grammy, c'est pas une chanteuse, et un Golden Globe pour True Detective saison 4. Et je me suis dit, quand même, 2 fois... C'est fou, quoi. Et du coup, j'ai regardé, et alors là, scotché. Vraiment, j'ai adoré cette série. Si vous avez vu Twin Peaks, et que vous n'allez pas regarder à nouveau Twin Peaks en regardant la saison 4 de True Blood, de True Detective. Je suis approximative, en fait, là, tu rames. Je rame. Donc, je rembobine tout et je recommence. Ça m'a évoqué Twin Peaks, cette saison-là. J'avais pas vu les saisons précédentes de True Detective et c'est pas grave, on peut les regarder indépendamment les unes des autres. Et pourquoi ça m'a évoqué Twin Peaks? Parce qu'on est dans un univers très particulier où le lieu convoque des choses en termes de légende, en termes de surnaturel, en termes de mélange entre rêve et réalité. C'est extrêmement bien joué. Il y avait vraiment... Je veux pas trop vous le raconter, ce pitch, parce que si vous le voyez, il faut que vous viviez tout sans rien en savoir, je pense. En tout cas, le lieu, c'est une petite ville, Ennis, en Alaska, dans laquelle se passe cette saison-là. Le lieu, il va permettre plein de choses au niveau narration, et c'est vraiment chouette. C'est vrai que chaque saison de cette série change complètement d'univers, de lieu d'acteur. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a un ton quand même global, mais sinon, on ne regarde pas la même série. Ça, j'aime plutôt bien parce que c'est vrai que moi, je me lasse des séries qui ne savent pas finir, qui ne savent pas enchaîner. J'ai trouvé ça brillant, ça m'a vraiment scotché. Ça faisait longtemps que j'étais pas hyper impatiente dans la journée de voir l'épisode suivant le soir, parce que je les ai pas enchaînés tous le même soir. Hein. Mais ça m'a habité pendant toute la semaine. C'est un peu ce qu'on aime bien dans les séries aussi. Au cinéma, alors t'as pas été voir le film sur non, mais Bob par Dylan contre j'ai réécouté plein de chansons de Bob Dylan dans la voiture. Il faut y aller, il faut essayer de trouver un moment pour y aller. Ouais, on a quand même cette possibilité. Pourquoi? C'est dommage. C'est pas trop moche. Parce que c'est pas grave de voir ce film sur un écran de la télé. C'est le moment, on en parle au moment où on peut le vivre ensemble, c'est-à-dire que l'actualité permet aussi le partage commun au moment de la sortie. C'est ça qui est chouette. Donc les films qui sortent cette semaine, il y en a plein. Il y a un nouveau Paddington. Les Tuches, évidemment, Aline va le voir en priorité parce que c'est tout à fait son genre de film. Non, jamais de la vie. Maria, qui a l'air... c'est celui qui m'attire le plus. C'est celui que je crois le plus envie de voir.
Et puis je vous ai mis plein d'autres films. Alors Maria, c'est avec Angelina Jolie. Et je pense que c'est assez... sa prestation dans le film, elle est vraiment saluée. On lit partout que c'est incroyable. Des frites. C'est marrant parce que les gens parlent des Tuches assez régulièrement, comme avec plaisir, comme si c'était un film qui est assez universel. Ça fait des chiffres de vues qui sont dingues, mais nous, pour nous, je crois que c'est le sommet de la beaufitude. On n'arrive pas à regarder plus de 5 minutes. Moi, ça me dit rien du tout, mais je suis sans doute très snob. Non, alors je pense pas du tout être snob en réalité. Je ne feins pas mes intérêts et mes désintérêts, mais je n'accroche pas du tout. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle bien. Je dois reconnaître. Et du coup, c'est très personnel, mais l'humour potache ne me provoque rien. Et que ce soit les Tuches ou d'autres films, en fait. Moi, j'ai pas de problème de catégorie. Il y a des trucs qui me font vraiment rigoler. On est en train de dire du mal, c'est horrible. Hein. Non, c'est vraiment. C'est comme dire, moi, j'aime pas les Roll and Ride, tu vois. C'est pas pareil, mais je veux dire, c'est une catégorie que je n'apprécie pas. Oui, et pourtant, ça marche. On peut pas dire que ça ne marche pas. Ça marche. Et quand tu vois tous les échos qu'il y a et les chiffres de vues au cinéma, c'est des vues au cinéma, c'est les entrées, évidemment. On peut pas dire que ça soit pas justifié. Mais des fois, tu me dis, je supporte pas les acteurs français de manière générale qui font des comédies, genre Christian Clavier, je le supporte pas, dès que je le vois, je me sauve. J'ai pas ça, moi. Je peux tout à fait trouver Christian Clavier très bon dans un film où il est très bon. C'est pas les acteurs français en général, hein, ça c'est faux, hein, mais certains acteurs qui ne jouent que dans des comédies comme ça, je me dis, si je les vois à l'écran, c'est probablement que la comédie, elle va être dans la même lignée, et bon, j'ai pas envie. Non, moi, j'ai pas trop ça. Je peux adorer certaines comédies quand je les trouve très bien faites, mais là, non. Bon, il y a plein d'autres films qui sortent. Alors par contre, j'ai beaucoup aimé un petit truc en plus, dont on parle dans le chat. Ouais, exactement. C'est vraiment une question de catégorie d'humour. Il y a une catégorie d'humour qui me fait pas rire. Big Mich nous redit: mon gâteau préféré, histoire d'amour entre deux septuagénaires quasi en temps réel, porté par deux comédiens assez extraordinaires. Tu l'as déjà vu? Effectivement, j'en ai entendu du bien. Là, on a peu de temps d'aller au cinéma, je regrette. Hein. J'ai regardé parce qu'on disait Maria, c'est vraiment un film qu'on a envie d'aller voir, mais c'est le cas aussi de Mon gâteau préféré, dont la bande-annonce fait très envie, et de 5 septembre. J'ai vraiment très envie de le voir aussi. Il y a des ponts qu'on peut faire entre le cinéma, le type de genre de cinéma et le type de jeu de société, parce que tu vois, les Tuches, est-ce qu'il n'y a pas des équivalents aux Tuches dans le jeu de société, les jeux où ça nous sort par les yeux en disant mais je peux pas faire ça, ça m'ennuie. Oui, est-ce que ma comparaison avec les Roll and Ride était pas très bonne, mais avec les jeux à compléter avec des cartes, par contre, là oui, peut-être. Voilà. D'autres films, Présence, 5 septembre, Une guitare à la mer, La chute du siècle, Patagonie à Burke, je ne connais pas tous ces films. Donc 5 septembre, ça parle des attentats qui ont eu lieu aux Jeux Olympiques de Munich. Et waouh, tout fait envie dans la bande-annonce. Ouais. Vraiment, c'est en même temps sur la mission de la presse, en même temps sur ce que c'est que la liberté, enfin vraiment, ça avait l'air super. Présence, un coup de maître, c'est marqué dessus, donc ça doit être un coup de maître ce film, j'aimerais bien le voir, du coup. On peut pas être au courant de tout dans le détail, donc évidemment tous ces films-là on suit, on regarde avec intérêt, mais là c'est les sorties ce mercredi. On se les note dans un petit coin de la tête pour quand ça passera sur une plateforme, parce que tout voir, c'est pas possible. Non, mais aller en voir un de temps en temps, j'aimerais bien, franchement, ça nous permettrait même de partager des choses sur le lundi matin. Alors je suis vite fait passer devant le cinéma à Besançon sur la place, et j'ai pas vu l'affiche du film avec Bob Dylan. Oh bah, il est peut-être, mais il n'est pas mis en façade du... Ah ouais, ça me paraît bizarre. Ouais. Voilà pour les sorties cinéma, on enchaîne avec les bandes dessinées, on termine avec les bandes dessinées, il est quelle heure? 8h54. Il y a eu de l'actu en bande dessinée cette semaine, puisque c'était... Vous n'imaginez pas, pardon Martin, vous n'imaginez pas, Antares et vous tous dans le chat, ce village de retraités comme il va être génial. On prévoit une ludothèque, on prévoit un cinéma... venez finir votre vie à Maté-Vésigneux. Ça me fait rêver, tiens, on sera jamais tranquille. On vous parle de bande dessinée chaque semaine, on cite aussi notre libraire qui tient sa page Instagram, ça nous fait plaisir en réalité, parce qu'il nous donne de bons conseils. Là, il a cité sur sa page Instagram notamment la bande dessinée Mylène, qui est la suite de Lilou, c'était le tome 1. C'était Lisou. Dont on a parlé la semaine dernière, donc il valide. Le tome 2 vient de sortir à partir de 10 ans. On va pas revenir sur cette BD-là, mais vous pouvez retrouver... on s'attend quand même à une BD un peu plus sombre que le tome 1, parce que
dans l'histoire des sœurs Veil, qui est une histoire vraie, le tome 1 parlait de la petite sœur qui a vu sa sœur partir en déportation, mais on ne sait pas ce qui est arrivé à la grande sœur. On raconte juste la façon dont la petite sœur a été protégée par des justes, en fait, qui l'ont cachée chez eux. Et là, le tome 2 revient sur ce qui arrive à la grande sœur qui, elle, a été déportée. C'était la semaine du festival d'Angoulême, donc on va se centraliser dessus. Je vous avais dit, on parlera des donjons cette semaine, je me le garde pour un autre coup, parce qu'on a déjà trop d'actualités. En réalité, le palmarès, on va le regarder ensemble, du festival d'Angoulême, de la bande dessinée. Ok, j'arrive pas à lire, mais... Hop. C'est ok pour les cookies. Ah, d'accord, c'était ça. Le Fauve d'Or, prix du meilleur album à Angoulême pour Deux filles nues de Luz. Je ne l'ai pas lu encore en fait, celle-ci je ne l'avais pas acheté, je ne l'avais pas lu, mais du coup ça me donne envie de m'y intéresser. Je prends du retard des fois dans les bandes dessinées parce que celle-ci, ça a été présenté toute l'année comme l'un des incontournables. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté alors que ça me paraissait assez évident. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un tableau qui est... à l'époque de la montée du nazisme, qui est sulfureux peut-être, et qui surtout est réalisé et mis au pilori. Ce qui est très original dans cette bande dessinée, que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus, c'est le fait qu'on voit comme si on était le tableau. On voit à travers la toile, on voit les gens qui passent ensemble et qui passent devant, tout ce qui se raconte autour, avec forcément un regard sur l'extrémisme. Ça donne envie. Il a gagné le Fauve d'Or, donc c'est aussi une reconnaissance, c'est le prix principal, prix du Festival d'Angoulême qui revient généralement à des œuvres ambitieuses, donc exigeantes aussi dans leur lecture, de manière générale. On fait la comparaison par exemple avec l'As d'Or à Cannes ou les prix qui concernent le jeu de société. En général, c'est pas du tout le même regard sur la bande dessinée, sur le cinéma de manière générale, les prix les plus, ou sur la littérature. Les prix les plus importants reviennent souvent à des ouvrages qui s'adressent ou des films qui s'adressent à des publics qui sont exigeants, un peu élitistes parfois ces prix-là. En jeu de société, on a un regard complètement différent. C'est toujours amusant de comparer, puisque dans le jeu de société, ça parle plutôt au plus large public possible. Simon, tu nous diras, du coup, Simon de Blâme qui nous dit « Je suis allé à la librairie pour acheter la sélection d'Angoulême ». Ouais. Ah, il a tout pris d'un coup. Et en fait, je me dis, il y a des gens, ils voient la sélection de Cannes, ils font pareil. Ils voient les 3 jeux enfants, ils vont acheter les 3, ils vont les 3 jeux initiés, ils achètent les 3. C'est pour ça que je fais la différence. Alors oui, il y a des catégories dans le jeu de société, mais il y a des catégories aussi à Angoulême. La différence de ton, parce que c'est vrai que quand on est un peu exigeant, on a envie aussi d'avoir des vrais conseils. Quand on ne suit pas tout dans la bande dessinée, on est moins expert, nous, qui parlons de jeux de société en permanence, on est un petit peu moins expert sur la bande dessinée. Cette sélection est intéressante. Moi, j'aime bien quand on me pointe un truc en me disant « Vas-y, ça, c'est bien ». Et les prix, ils sont là pour ça. Et on se rappelle d'un livre qui a eu le prix, j'en sais rien moi, le prix Femina, d'un film qui a été bien accueilli à la Mostra, d'un film qui a eu la Palme d'Or. Et on se dit, bon bah voilà, celui-là, je le mets quand même sur ma petite liste mentale de choses qui m'intéressent et que je vais regarder maintenant ou un peu plus tard. Mais en tout cas, ça pointe des choses où on se dit, bon bah ce serait quand même dommage de les louper. Tout l'intérêt d'un prix ou d'un les petit Oscars, mot, les Césars, on regarde un petit mot. Regarde True Detective, je l'ai vraiment regardé parce que 2 fois de suite, un prix a dit cette actrice, elle a le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. T'as pas vu la saison 1 de True Detective? Alors non. C'est l'une des séries... On ne voit pas les mêmes choses avec Aline. Moi j'ai vu la saison 1 et j'ai regardé vite fait la saison que tu as regardée là, mais moins dans le détail. Autre prix majeur sur Angoulême, c'est Anouk Ricard qui remporte... le prix le plus attendu, l'équivalent de la patate d'or pour le jeu de société. le grand prix du festival d'Angoulême chaque année, une personnalité est récompensée pour l'ensemble de son œuvre. Donc Anouk Ricard, c'est cette dessinatrice qui est l'autrice de bande dessinée très rigolote et très légère. Là, c'est grand écart par rapport à ce dont on vient de parler. On est dans de la bande dessinée populaire, très rigolote. J'étais un peu surpris en fait que le choix s'oriente vers elle, mais plutôt agréablement surpris parce que moi j'aime bien ce qu'elle fait. Je suis toujours curieux de lire ses bandes dessinées, mais là, d'un point de vue culturel, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Il y a toujours ce grand écart dans la bande dessinée entre l'ultra populaire, parce que c'est un médium populaire, la bande dessinée de manière générale, et le côté exigeant, puisqu'il y a beaucoup de récits qui sont passionnants et qui... J'ai bien aimé cette BD. Celle-ci ouais. On l'avait lu cet été. Ouais, c'est très rigolo. C'est très frais, ça change vraiment de ce qu'on lit habituellement. De Kikoko. Ouais, de Kikoko. Celle-ci, celle qui est sortie en 2024, mais il y en a plein d'autres, on en a quelques-unes.
Voilà, pour le Grand Prix d'Angoulême. On regarde les autres prix très rapidement. On n'a pas tout lu, donc on est comme Simon, on va en choisir peut-être quelques-unes pour compléter notre collection. Moi, j'en ai lu 2 de cette sélection. J'ai lu pareil, Les Météores et j'ai lu Revoir Comanche, avec des sensations hyper différentes sur les deux. Clairement... Je l'ai dit déjà, Les Météores, donc prix spécial du jury en territoire ennemi. C'est l'autre prix spécial du jury à l'association. Le prix de la série pour Dementia 21. Ensuite, Révélation pour Balade chez Atrabile. J'ai pas le nom des auteurs, pardon. Prix jeunesse pour Tomiaka. Prix du patrimoine, il y a beaucoup de prix, imaginez tout ça. Prix du patrimoine, ce serait assez chouette dans une sélection de jeux de société, parce qu'on a aussi, maintenant, on rentre dans un domaine, dans une période où il y a des rééditions. Un Cyclade pourrait avoir un prix du patrimoine dans la réédition d'un classique. Dans le jeu de société, il y a Classé monument historique. On a rejoué encore une fois à Ricochet Robot la semaine dernière avec Benoît Bagnier. Et tu vois, c'est des genres de jeux qui mériteraient une réédition. Ce sont des monuments historiques du jeu de société. Prix de la bande dessinée alternative pour, je sais pas, j'arrive pas à lire le titre d'ici. Mais en tout cas, il a gagné. J'arrive à lire qu'un seul mot. J'arrive qu'à lire frustration. Il y en a 2, des prix de la bande dessinée alternative. C'est marrant. Revoir Comanche, donc prix Fauve Polar BD. Le Fauve, c'est le nom du prix. Le Fauve des lycéens pour les contes de la mansarde. Vert de rage, c'est le prix Éco. Il y a un prix écologique en bande dessinée. Il y a tellement de prix qu'on peut en rajouter comme ça. Et prix du public France Télévisions. Il y a des prix qui sont sponsorisés aussi, puisque ce sont des partenaires. C'est impénétrable. Donc, dans ce cas-là, souvent le jury est organisé par le partenaire. Il y a toujours SNCF. Oui, SNCF, c'est pour le Fauve Polar. Revoir Comanche. Donc nous, ceux qu'on avait... qui est partenaire aussi du Festival de Cannes cette année. Donc qui quand même... Des jeux de société ouais. Qui quand même met de l'argent dans la culture. Il faut le souligner parce que c'est... Soulignons-le. Merci SNCF. Donc on en avait 2. On a une telle image du train, je veux dire. Un truc toujours en retard, toujours en grève. C'est peut-être pas faux non plus. Hein. Ah, c'est pas faux, je dis pas le contraire. On en avait 2. On avait Revoir Comanche, la bande dessinée de Romain Renard, parce qu'on achète des choses tout au long de l'année, mais on n'achète pas tout, donc on va s'attarder plutôt sur ces BD-là cette semaine. On va regarder les sorties, juste après. Et puis, on avait Météores. Les Météores. Les Météores. La bande dessinée de Devenay et Redolfi, histoire de ceux qui ne font que passer. Tu peux nous monter le chat pour qu'on puisse lire? Hop. J'ai pas... On a loupé des trucs, tu crois? Je pense. Heureusement qu'on a 2 chats. Alors, je regarde un peu. Oula, il y a du texte sur notre chat. Merci à ceux qui nous suivent. On a Auria Mello qui nous dit « Le cinéma, la BD, les romans sont considérés comme de la culture, donc les prix reflètent cela avec l'acceptation d'un certain élitisme. Le jeu de société n'a pas encore atteint aux yeux du grand public cette place. » De plus en plus, quand même, malgré tout, ça évolue, mais c'est aussi un domaine qui est plus frais. Il y a encore nécessité de faire des prix comme les As d'or actuels. Ouais, et puis, on le voit de toute façon quand on parle des jeux de société. Par exemple, on l'a dit sur Biane en début d'émission, tout le monde ne va pas jouer à Biane. Il y a aussi cette démarche de se dire, une bande dessinée, tout le monde peut lire une bande dessinée a priori. Ça demande moins de prérequis. En jeu de société, il y a ce côté des prérequis qui est quand même assez essentiel. Il y a quand même une lecture qui est différente. Rien que le sens de lecture, il est des fois perturbé dans la BD. Et ça peut gêner certains. Ah, pour la BD? Ouais, alors, ça reste quand même assez accessible, je pense. Faire l'effort de découvrir des bandes dessinées, on peut commencer par quelque chose qui nécessite un peu de culture. Tout le monde doit jouer à Biane, nous dit Pierrot. Alors, les 2 bandes dessinées qu'on a lues très rapidement, on va passer dessus parce que ce n'est pas des nouveautés de cette semaine, mais quand même. Les Météores, c'est une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'un météorite sur Terre. Il va faire exploser la Terre, peut-être, on ne sait pas s'il sera détourné ou pas. On vous laisse découvrir ça au fur et à mesure de votre lecture. L'auteur s'attarde sur des histoires simples de personnes qui vivent sur Terre à ce moment-là, des petites personnes d'une certaine manière. Est-ce que ça rentre dans la catégorie, tu sais, souvent quand on parle de fables sociales, d'analyse de ce qui se passe, on dit un récit à la Ken Loach. On est dans un récit à la Ken Loach là? Je ne sais pas si les gens ont vu Ken Loach quand ils citent ça d'ailleurs. Alors je peux te dire un truc, c'est que j'adore les films de Ken Loach et que j'ai vraiment pas aimé les Météores. T'as pas accroché aux Météores. Mais c'est vrai, dans ce petit bout de la lorgnette sur des gens qui vivent des situations inconfortables, qui sont dans la misère, qui sont dans la peine.
Oui. Et ces petites individualités, elles se recoupent avec des personnages qu'on découvre se connaître ou qui ont des liens les uns avec les autres ou qui deviennent amis les uns avec les autres. Et tout ça pendant qu'une météore, qui a priori devait éviter la Terre, finalement risque bien de leur tomber dessus. Donc c'est une bande dessinée qui, par son format, est un peu surprenant, parce qu'on est sur du format à l'italienne. C'est rigolo, parce que j'ai eu l'impression de tourner les pages, c'est aussi lié au type de narration, hein, de tourner les pages extrêmement vite en la lisant. Ça, vous ne restez pas forcément beaucoup de temps, à moins de regarder les images dans le détail, mais sur chacune des doubles pages. Et ce format à l'italienne m'a donné l'impression de... ça va beaucoup plus vite que d'habitude, tu sais, une sorte de frénésie de lecture de ce fait. Ça va très rapidement. C'est un format qu'on avait déjà vu chez Delcourt, justement, avec Jimmy Corrigan. Je ne sais pas si tu te rappelles, qui avait gagné aussi le prix, le Fauve d'Or. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, à Angoulême. On est dans le même format, sur le même genre de thème, en réalité. Ta comparaison avec Ken Loach, elle est intéressante. La différence, je trouve, c'est une différence de sensation que tu ressens quand tu le regardes. Quand tu regardes un film de Ken Loach, oui, ça te parle de la galère des gens parce qu'ils sont au chômage, parce que la situation est compliquée en Irlande ou en Angleterre. Voilà, ça te parle de ça, mais il y a une certaine poésie et tu ressors de là quand même content. Moi, cette BD, la raison pour laquelle je dis que je ne l'ai pas trop aimée, c'est qu'elle ne m'a inspiré que des sensations vraiment négatives. Ça m'a mis mal à l'aise, tout du long. Oui, ça ne peut pas rêver, hein. On n'est pas dans une situation... Il y a vraiment des trouvailles, hein. Il y a des choses qui sont très amusantes. Je ne dis pas qu'elle est... je comprends le prix, hein, mais juste, elle te correspond pas. Ça ne me correspond pas du tout de lire ça. C'est pas ce que je préfère non plus, moi, en bande dessinée, mais après, je comprends tout à fait l'intérêt qu'il y a là-dessus. Sur un récit, il ne m'a pas passionné en lui-même plus que ça, mais il y a plein de trouvailles, plein d'aspects qui sont passionnants. Moi, j'ai toujours ce regard par rapport au format, ce format à l'italienne, je l'aime beaucoup parfois, et là, moi, il m'a peut-être moins fasciné sur ce récit-là. Bon, voilà, les météores. On ne vous en avait pas parlé au moment de sa sortie, on vous en parle un petit peu. Suite au prix, il y a Revoir Comanche, qui est dans le domaine des polars. Et là, c'est vraiment un polar, tu as plus accroché à Revoir Comanche. J'ai vraiment beaucoup aimé Revoir Comanche, ouais. De Romain Renard. Il y a une atmosphère là-dedans qui est... un peu granuleuse. D'après l'œuvre de Greg Herman, j'avais pas fait gaffe à ça. J'ai cherché, mais j'ai pas... Herman, c'est un auteur de bande dessinée. Alors là, vraiment, on vous le voyez, je sais pas si vous le voyez, mais on sent le grain, la poussière, cette espèce de gris qui noie tout, qui est un peu brumeux. On le sent dans toute la bande dessinée. C'est l'histoire d'un monde en déliquescence complète. Il y a une jeune femme qui est enceinte et qui vient chercher un ancien porte-flingue d'un ranch. On sent qu'on est dans un monde qui a disparu. C'est vraiment le dernier des derniers des ranchers de ce ranch 666. Et elle vient le chercher et il fait d'abord semblant qu'il n'est pas lui-même, mais elle a fini par l'emmener dans un road trip qui le ramène dans ce ranch-là. Et il y a une relation assez douce qui va se mettre en place entre les deux personnages. C'est un très bel album. C'est vraiment magnifique et il y a une atmosphère là-dedans, vraiment. On est aussi dans une période, nous deux, Aline, je pense, où il faut le dire aussi, on a envie de s'immerger, on a envie de sortir un peu de ce que l'on vit en se plongeant dans des univers forts, dans des contextes qui ne sont pas les mêmes que nous. Donc forcément, sur les météores, on sera moins sensible en ce moment-là, nous, parce que ça nous immerge peu. Je pense que moi, c'est ça tout nous le temps. Fait pas rêver. Ça m'a jamais... Toi, tout le temps. Il y a des périodes, je pense, quand même, malgré tout, dans la vie. Et là, ça ne veut pas dire que l'album n'est pas intéressant du tout. Au contraire, bien au contraire, en réalité. Et ici, forcément, l'immersion est totale et directe. Alors, pour répondre au Chad, oui, il y a Red Dust, c'est le personnage principal, c'est l'homme sur la couverture. Oui, ça doit être lié à la série Comanche. Ah, d'accord. Mais par contre, je ne l'ai pas lu. Moi. Oui, c'est une bande dessinée d'Herman. Et ça, vraiment... S'il nous manque ça, peut-être que... Ouais, il me manquait un truc, en fait. Mais clairement. En fait, sans l'avoir lu... Parce que moi, je l'ai lu sans avoir lu Comanche, moi, j'ai trouvé vraiment ça vraiment poignant, quoi. Tout m'a plu d'en revoir Comanche. L'illustration, la narration, les relations entre les personnages... le côté un peu doux amer d'un monde qui... J'aime bien les histoires qui racontent la fin d'une époque. J'aime bien aussi les histoires qui
qui traitent un peu l'histoire de la rédemption. C'est toujours des choses qui me touchent plus que, par exemple, la misère sociale des météores. Ok. C'est une série de bandes dessinées que je n'avais pas... Enfin, je la vois très bien maintenant, effectivement, mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un lien. Tu vois, c'est écrit en petit en dessous, et moi j'ai lu bêtement, j'ai acheté cet album, j'ai lu l'album sans m'intéresser particulièrement, et j'ai jamais lu la série Comanche de Herman qui dit meilleur BD western à mes yeux, oui, bien meilleur que Blueberry. Ah ouais. Ah bah écoute, il y a combien de tomes? 17. Ah, Je connais quelqu'un qui relit tous les donjons, il y en 1972, ça a commencé. Intégrale des tomes 1 à 15 en 3 volumes. Ah, 2004-2019, intéressant. Eh ben, tu m'as donné envie, en fait. C'est fou de ne pas avoir fait le rapport, le lien. Mais comme j'avais pas lu Comanche, ça m'a pas aidé à faire le lien. Voilà pour ces 2 bandes dessinées qu'on connaît dans la sélection d'Angoulême, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas, et notamment De Finu, que je n'ai pas lu, donc j'ai envie de la découvrir également. C'est sur ma liste. On va la prendre, je pense, cette semaine. Mais on va regarder quand même les bandes dessinées qui sortent dans le commerce cette semaine-ci. Hop, on se connecte. On vous a déjà créé des envies. On s'en est créé à nous, c'est malin. Ouais. Bon, ça tombe bien, j'ai moins d'envies qui se sont créées sur la liste des sorties de cette semaine. On a une nouvelle bande dessinée de Baladi, qui fait souvent des bandes dessinées très très étranges. Ça s'appelle Regard Mauvais, c'est le 5e de la série, c'est toujours publié par Atrabile. Voilà. C'est pas ma tasse de thé, moi, comme type de bande dessinée. Mais tu sais, celles qui sont très très bizarres, où tu te dis le goût du bizarre, ça existe aussi, et c'est agréable. J'y suis moins sensible. Les Mémés, c'est une collection de gags en une page, dans la grande tradition de Fluide Glacial. Celle-ci est signée par Sylvain Frécon. Je vous en ai mis une page comme ça pour se rendre compte du type d'humour qu'on peut avoir. Ça, c'est un gag plein de pages, mais il y a également des gags en différentes cases qui sont à l'intérieur. Donc pour ceux qui regardent plus qu'ils n'écoutent, je vous ai mis des gags que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de cette bande dessinée. C'est rigolo, c'est gentil. Après, c'est pas le genre de bande dessinée que j'achète pour autant, mais c'est le genre de BD qu'on peut... Tu vois, si on avait ça dans les salles d'attente plutôt que des magazines Voici, là, j'aurais plaisir à regarder ces BD-là. Ensuite, je vous ai noté... C'est une petite sélection de ce qui sort, en fonction de mon intérêt. Hilda et Twig. Je vous l'ai mis là, juste, mais c'est chez qui, ça? Je crois que j'ai même rien noté dessus. C'est Gasterman, ça se voit. Ouais. Bon, c'est resté, mais c'est le genre de choses que j'enlève d'habitude. Hop, j'ai rien à en dire. Du coup, Lune de miel, c'est la nouvelle bande dessinée de Bastien Vives qui revient après la fameuse affaire de 2022 qui l'a profondément marqué. Il y a très peu de bandes dessinées sont sorties depuis. Il revient à la BD avec un thème qui sera sans doute moins polémique que les thèmes qu'il a pu aborder par le passé. C'est un retour à la fiction. Voilà, ça sort cette semaine. J'ai feuilleté, à chaque fois j'ai lu, on a la possibilité de lire les premières pages de toutes ces bandes dessinées là, pour certaines en tout cas, et ça nous permet de nous créer des envies, ou pas. Le chant de la femme parfaite, c'est une bande dessinée de Macchio et je suis désolée, je croyais que je venais d'éteindre. J'ai voulu le faire avant de la mission, mais je ne sais pas comment on éteint ton téléphone. On n'a pas les mêmes touches sur les téléphones. Pardon. Une bande dessinée de Macchio et Bruno Canucciari. Macchio, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est lui qui avait fait La balade au bout du monde. Si, je me rappelle. Un ancien cryptologue de l'armée, déconsidéré après une heure, ayant coûté la vie à des soldats en Afghanistan, continue seul ses recherches scientifiques sur le spectre électromagnétique. J'ai lu le début, c'est une bande dessinée assez classique. C'est vrai que je pourrais montrer les pages, mais c'est compliqué, ça fait beaucoup de liens à faire, beaucoup de pages à mettre à chaque fois. J'ai lu le début, ça ne m'a pas donné plus envie que ça de poursuivre le récit, mais à chaque fois, on aimerait bien se plonger, hein, c'est ça la magie de la bande dessinée, on aimerait bien se plonger et découvrir plein de choses. Un tome 9, je vous ai mis le tome 9 de Colonisation, une bande dessinée de Denis-Pierre Philippi et Vincenzo Cucca, ça sort cette semaine chez Glénat, je passe très vite. Je vais bien ou pas, c'est à l'association, un journal intime, qui rassemble des notes griffonnées au gré des jours qui passent. Voilà. Par Silky. Donc dans un style très, très simple. Les enquêtes de Louise Beauvoir, j'ai pas lu le tome 1, mais le tome 2 sort cette semaine. Je relis ce que j'ai écrit parce que c'est bête, mais j'ai lu tous les débuts de tous ces albums-là, je me souviens pas forcément. Tu vois, la succession d'informations nous perd parfois sur ce qu'il y a à en raconter. Coup dur pour notre gendarme préféré, cette année sa fille ne veut pas la rejoindre pour les fêtes. Mutée en Haute-Savoie, Louise tourne en rond jusqu'à ce qu'Alma, la jeune parisienne qui lui a fait penser à sa fille, débarque pour enquêter sur la mort de ses parents. Les fantômes de Pinochet, c'est chez les humanoïdes associés. J'ai voulu feuilleter, mais là il n'y avait pas de page en ligne, donc
On passe très vite. Le thème pourrait m'intéresser a priori, mais de Francisco Ortega et Félix Vega, c'est une bonne raison pour laquelle se déplacer en librairie, prendre les albums et les feuilleter là-bas. On n'a pas toutes les informations en ligne. Ensuite, on a... je sais pas dans l'ordre. Ah si, là, voilà. On a Carcoma de Léo et Bertrand Marchal chez Dupuis. Donc là, c'est une bande dessinée de pirates. Et il y a pas mal de pages qui sont disponibles en ligne qu'on peut lire, mais sur lesquelles il ne se passe pas forcément grand chose. Ça fait un peu penser à Dublin qu'avait fait Isaac le Pirate il y a maintenant 20 ans, je pense, peut-être davantage, et qui avait gagné le Fauve d'Or à l'époque, qui ne devait pas avoir ce nom. On est dans un style comme ça qui est très... Ça fait 2 fois que tu dis ça, il s'appelait comment alors? L'Alphard. À l'époque. L'Alphard, ça venait de Tintin. Ça venait de Tintin. Ouais. Et le Fauve d'Or a changé de nom quand Lewis Trondheim l'a redessiné. Donc Carcoma, donc une histoire de pirate. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur les premières pages. C'est agréable à regarder et à lire, mais l'histoire n'a pas décollé sur la preview que j'ai pu en lire. Ou qui, l'Enfer Bleu, également, sort cette semaine. Celui-ci aussi, j'avais très envie de le parcourir, mais aucune page en ligne. Donc j'ai pas pu du tout me plonger dedans. C'est un tome 2. Et le pitch, c'est Alberto, un jeune homme de 19 ans sans expérience du combat ni tendance politique, décide de s'engager volontairement dans la division bleue. Qu'est-ce que c'est que cette division bleue? C'est d'après des faits réels. Donc ça, déjà, moi, ça m'intéresse de base. Il s'imagine participer à la victoire rapide de l'Allemagne sur l'Union soviétique, mais il se heurte brusquement à la dure réalité d'un conflit prolongé et brutal au milieu de l'hiver le plus rigoureux du XXe siècle. Donc le pitch, moi, m'intéresse, j'aimerais bien le parcourir, c'est chez Paquet, mais il faudra se déplacer en librairie pour en voir davantage et savoir si ça nous plaît ou pas. D'autres albums qui sortent cette semaine, Papillon, Red Gun, une bande dessinée, donc là on est sur du western, les premières pages font très western, qu'on a envie de lire, qu'on a envie de découvrir, après je ne sais pas ce que ça donne sur la longueur, c'est de Jean-Charles Godin et Giulia Francesca Massaglia, c'est publié par Dargaud. Et puis Scotland, toi tu t'es attardé sur Scotland? En fait j'aime beaucoup Léo. Moi j'ai un attachement pour Léo, mais c'est rarement des grandes bandes dessinées. Et en fait ce qu'il arrive à faire, c'est à créer un monde parallèle, qui ressemble au nôtre, qui n'est pas le nôtre, dans lequel il se passe des choses fantastiques et c'est du fantastique poétique, j'ai envie de dire. Ah ouais. Et c'est très chouette, on est vraiment dans la suite, c'est la même héroïne que Kenya, c'est la même héroïne qui se retrouve 7 fois en Écosse. Alors Kenya, c'est une bande dessinée qu'il avait fait, alors je ne sais plus avec qui Kenya, mais c'est pas le même illustrateur que sur les 4 séries qui ont suivi. C'est Rodolphe, non? C'est Rodolphe sur Kenya? Non, Rodolphe c'est un scénariste, pas un illustrateur. Hop. Ensuite, il y a eu Namibia, Amazonie, et maintenant Scotland qui en est à son tome 4. C'est plutôt plaisant à lire, c'est de la BD ultra classique dans son format, pas forcément très dynamique dans le trait. Alors ça dépend si c'est Rodolphe ou pas. Là, c'est pas si c'est Léo ou pas qui le dessine. Là, c'est pas Léo. C'est plutôt sympa à lire. C'est pas une grande BD, mais c'est vrai qu'on a un attachement vis-à-vis de Léo. C'est chouette, ouais. C'est des trucs que j'ai aimés autrefois, que j'ai suivis pendant longtemps. On a acheté systématiquement, on n'est plus à jour et ça fait envie. Quand on voit ça, on se dit on rattraperait pas le retard pour pouvoir continuer cette histoire. Quelques albums à acheter. Il y avait vraiment toute la création d'un monde, quoi. Voilà. Dominique nous dit le tome 2 de Bastien Vives sur Cole Thomas Tess était bien. Je crois qu'il y a un tome 3 qui va sortir en fin d'année également. Alors c'est un auteur qui a été... qui a vécu des années compliquées par rapport à des affaires qui ne sont pas résolues. Du coup, c'est difficile de se positionner là-dessus. Moi, je n'ai pas tout suivi dans le détail, je dois vous dire. Mais je crois qu'il y a encore des histoires de procès qui sont en cours. En tout cas, il reprend le fil de sa carrière avec des albums qui sortent et qui, a priori, ne sont pas polémiques. Donc du coup, comme je regardais Scotland, qui est une histoire qui nous met un peu de fantastique et un peu de mystique fantastique dans la narration, ça m'a donné envie de vous dire que cette semaine, j'ai lu la trilogie Ulysse Vidal de Fernando Gamboa et j'ai vraiment aimé. Ça nous emmène vraiment ailleurs. Alors on est dans un petit mélange, je dirais, entre de l'Indiana Jones et du Da Vinci Code. C'est vraiment ça nous prend les grands mythes. Par exemple, le dernier va nous parler de l'Atlantide. Mais par contre, ça nous emmène en aventure avec les personnages
dans des cités perdues, dans des cryptes anciennes. Il y a ce petit côté souffle épique et aventureux qui est très agréable, et la lecture est vraiment chouette parce que le personnage nous parle avec une gouaille un petit peu qui est propre au personnage principal, mais c'est sympa à lire. Ça m'a vraiment je les ai dévorés, quoi. Ok. Donc c'est déjà une série qui est ancienne, vous l'avez peut-être déjà lu, mais si jamais vous cherchez un livre évasion bien écrit et que vous aimez Indiana Jones ou que vous avez aimé le Da Vinci Code, c'est moins copieux en termes de mysticisme ou de références que le Da Vinci Code. Et t'as lu les 3 bouquins cette semaine? Ouais. Bah, t'en as fait des trucs, parce que moi j'ai eu du mal à trouver du temps pour lire une BD, quoi. Par contre, j'ai pas dormi, quoi. Bravo. Ouais. Parce que vraiment, la dernière révélation, je crois que ça a volé mes nuits. Ah bah c'est pour ça, alors tu me dis j'ai du mal à dormir en ce moment, mais forcément si tu lis toute la nuit... J'ai pas lu La Femme de ménage. J'ai pas dit c'est mal. Games. Tu fais exactement ce que tu veux. Ouais, bah de toute façon j'ai pas le choix, si tu as commencé un truc génial, t'as envie de le finir. Ouais. Univers Board Game qui nous parle du BookTok, donc les pages bouquins de TikTok. Ouais. Ça nous reparle de Virves sur le chat, de Bastien Vives, ouais, sur quoi? Sur le fait que on ne reconnaît pas son style dans la bande dessinée. Oui, il a voulu se replonger dans des bandes dessinées des années 70, l'âge d'or de la BD, paraît-il. Je ne suis pas sûr que ce soit l'âge d'or de la BD, mais c'est appelé comme ça, hein, les années 70. Même la typo, elle fait années 70. Ouais, et alors moi j'ai lu le début, ça ne m'a pas enthousiasmé plus que ça. Après, une curiosité à lire la suite, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il nous raconte. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'ai bien l'impression que 2 personnes peuvent tenir sur une planche, quoi. Je dis ça, je dis rien. Oui. Non, il n'est pas sur la planche. Ouais, bon. Est-ce que c'est un hommage à Titanic? J'avoue que je fonce pas sur Vives, hein. Toutes les histoires qui ont tourné autour des affaires récemment, surtout moi, ces comportements sur les réseaux sociaux m'ont pas enthousiasmé, et c'est vrai que savoir faire la part des choses c'est bien, mais en même temps quand t'es pas attiré par quelqu'un en particulier, c'est plus compliqué pour moi. Je reconnais complètement le droit de faire des albums et je trouve ça très chouette qu'ils puissent s'y remettre, mais par contre le goût personnel me donne pas spécialement envie d'y aller. On termine avec un financement participatif, oui. Ouais, bah je prends en note Sorcière et La Femme de ménage, et on verra. J'ai commencé un autre livre, mais on verra pour la suite. Oui, le gars est vraiment compliqué. Alors moi, je le connais, Sébastien Vives, parce que j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois et de discuter avec lui. Après, c'est difficile de se positionner parce que je ne me suis pas attardé plus que ça dans le détail là-dessus. En tout cas, pour l'instant, il est condamné à rien. Il a tout à fait le droit de faire de la bande dessinée, de publier des albums, et qu'on le cite et qu'on montre ce qu'il fait aussi. On regarde. Pour quelques moutons de plus, le tome 2 qui va sortir, on vous en avait parlé l'année dernière, c'est l'album de Thorne, qui est une copine, et qui sort donc le 2e album en financement participatif. Ça sert à quelque chose, le financement participatif, c'est pas juste piquer des albums empêcher les gens d'acheter des albums chez les libraires. On en parle souvent en jeu de société, parce qu'effectivement, il y a des modèles qui se confrontent, mais parfois ça permet à des gens aussi de pouvoir réaliser des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Et c'est le cas de cette bande dessinée-ci, clairement compliqué de la sortir en librairie directement. Elle est donc réalisée à compte d'auteur, et chez Exemplaire, donc c'est un éditeur qui permet ça, et c'est financé. J'ai vu qu'elle a réussi à le financer assez rapidement, donc c'est chouette. Ce tome 2, 133%, bonne nouvelle, 13 000 € récoltés sur les 10 000 qui étaient prévus pour pouvoir réaliser l'album. Je vous avais parlé du tome 1, on regarde la bande-annonce du tome 2, on regarde comment elle a organisé. Je ne l'ai même pas lancé en fait, cette bande-annonce. J'ai vu là ce matin en remettant, en préparant la page, ah tiens, il y a une bande-annonce, je vais jeter un petit coup d'œil dessus. Vous voyez des fauteuils, c'est déjà pas mal. Ok. Peut-être que ça marche mieux avec le son. Ça doit être la bande. Ouais. Ah non, elle a fait une émission. Alors, il faudrait que je regarde moi-même avec le son, parce que là, sans le son, évidemment, on ne comprend pas. Elle a fait une émission littéraire. C'est chouette, très, très chouette idée. Bon, on n'a pas de page, mais en tout cas, on n'a pas d'image de l'album, mais c'est une série de gags qui se passe mais qui raconte une histoire quand on les déroule. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Ouais, on avait bien aimé le tome 1, il y a le tome 2 qui se présente, on vous en reparlera plus en détail, je pense, dans une future vidéo. J'ai juste rajouté ça ce matin
Là-haut sur la montagne, rien n'a vraiment changé depuis le tome 1. Les moutons bagnotent toujours. Et le loup n'en a toujours pas attrapé un seul. Voilà pour ceux qui vous aviez suivi quand on vous en avait parlé la fois dernière de cet album. Si vous avez le tome 1, le tome 2 est disponible en financement participatif et c'est prévu pour novembre. C'est la fin de cette émission. On vous embrasse bien. On se donne rendez-vous demain donc avec... bonne semaine à tous. Bon jeu, bonne lecture, bonne série, bon film. Oui, bon tout. J'espère que vous avez noté des choses en plus à suivre. Ce que j'ai pas encore fait, c'est sur le site, il faut absolument que je fasse une page qui récapitule les bandes dessinées qui nous ont tapé dans l'œil pendant le mois écoulé. Et là, c'est bon, on a fait tout le mois de janvier, donc il est temps de mettre cette page en ligne. On vous mettra celles qui nous ont fait des coups de cœur. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas intégrer quelques-unes des personnes qui nous suivent très régulièrement sur cette matinale du lundi pour mettre les coups de cœur des uns et des autres. Par exemple, proposer à un Simon qui suit très attentivement Simon de Blâme les BD, s'il veut, lui, nous marquer aussi simplement celle-ci et celle-ci dans les parutions du mois, pour ceux qui suivent les parutions du mois, parce qu'il faut que ça reste... L'actualité nous permet d'avoir des limites et des cadres. Donc on va préparer ça sur le site dès que j'ai un petit peu de temps, mais là c'est le mois du Festival de Cannes, c'est un mois dans lequel on a hâte de passer au mois suivant aussi pour retrouver du temps. Et que ce soit la préparation des sabliers, et que ce soit à nouveau le rush. Ouais, on va essayer de faire moins rush cette année, j'aimerais bien en tout cas. C'est quand le mois par rush? Je me demande. Avril, c'est pas mal. Ah bah non. Pourquoi? C'est plus le mois par rush, vous saurez ça bientôt. Ah oui, oh si, quand même. Ah bah quand même. Non. Plein de projets, on vous en parle vite. Le mois prochain, demain, pardon. Le mois prochain. Demain, on sera avec Ludicali et Platypus Game pour vous parler de jeux de société. Bonne journée à tous et à demain. Ciao.